Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs rois, leurs coutumes et leurs territoires, durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 68, le Big Deal. Une fois la rationalisation des petits royaumes francs terminée et le sort de tous ses parents réglé à grands coups de francisque, Clovis doit bien se douter qu'il va enfin être temps de tirer sa révérence. Mais pas avant d'avoir solidifié son œuvre politique avec une organisation en béton pour être sûr que la machine qu'il a construite va tourner comme du papier à musique dans le monde si vaste qu'il a réuni sous son autorité, en massacrant ses ennemis et ses amis les uns après les autres. Un objectif fort louable que Clovis va atteindre durant la toute dernière année de son règne, avec une nouvelle fois l'aide des alliés les plus puissants et pourtant certainement les plus méconnus de son règne, comme nous allons le voir dans cet avant-dernier épisode de la saison 3. L'improbable règne de Clovis, en tout cas de ce que nous en savons par les textes, finit comme il a commencé, c'est-à-dire entouré de ses véritables amis. Car le dernier acte de la vie du grand roi des Francs se déroule aux côtés des hommes les plus puissants et les plus riches du royaume, c'est-à-dire les évêques de la Gaule. Clovis, au crépuscule de sa vie, puisqu'il atteint probablement les 45 ans en 511, est devenu au fil des années plus qu'un simple allié de circonstance de l'église nicéenne. Ce qu'il était déjà, objectivement dès le début de son règne, à l'époque du sac de Soissons. Que ce soit la protection spéciale du sanctuaire de Saint-Martin de Tours, qu'il a garanti lors de la descente dans le sud, comme sa justification religieuse de sa guerre contre les Visigoths, le roi est désormais considéré comme le premier défenseur de la foi nicéenne en Occident. Son baptême, même s'il n'a pas fait les gros titres dans les correspondances diplomatiques byzantines ou visigothiques, l'a tout de même propulsé comme le véritable champion de l'Église. Alors, ne revenons pas sur la sincérité de ses sentiments religieux, ni sur la compréhension exacte du message des évangiles de cet homme. Un chroniqueur tardif va le décrire en train de s'irriter de ne pas avoir été là avec ses guerriers pour défendre le Christ les armes à la main contre Ponce Pilate. Alors, c'est sans doute une anecdote bien raccord avec l'image du guerrier brave et spontané, peiné par la crucifixion de Jésus, mais ça le fait quand même passer pour un barbare mal dégrossi, et pas forcément au clair avec la mission rédemptrice du Christ, passant par son sacrifice, le pardon des péchés et l'amour pour ses ennemis. Tout ça pour dire que l'anecdote en question, véritable ou non, n'est pas dans le fond aussi élogieuse qu'il y paraît, pour le roi des Francs dont l'efficacité militaire semble plus mesurable que la piété. Brave, donc. Mais aussi bien brave, si je te suis. Mais qu'on le croit sincère et bien conscient de ce pourquoi il a signé, ou retors et fourbe, malgré un baptême bien médiatisé, Clovis est devenu, dans le début de ce VIe siècle, le défenseur emblématique du christianisme nicéen, le Clovis de Nice. Une conversion, qu'elle soit préméditée ou non, assez bien vue compte tenu du contexte de l'époque et l'opinion de ses troupes. Car quelle meilleure manière pour qu'aucun évêque de ce temps-là ne vienne lui chier dans les bottes pendant son règne. Et vu que le christianisme nicéen est en train de s'imposer comme la religion du pays, il y a même de bonnes chances que le truc fonctionne pour les prochaines générations de chroniqueurs et de sujets. En tout état de cause, Clovis a pris ses engagements terrestres au sérieux pour le moins, puisqu'à son retour de la campagne visigothique, il se lance dans ce qui restera son seul projet architectural connu,
avec la construction de l'église dite des Saints Apôtres sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement moderne de Paris. Parce qu'en revenant d'Aquitaine, Clovis a pris la décision conséquente pour l'avenir de faire de la cité des Parisis sa capitale. Alors, on en est réduit à des hypothèses sur ce choix particulier d'une cité qui n'est pas la plus formidable de son royaume, que ce soit par la taille, la réputation ou la richesse. En gros, on ne peut pas dire avec certitude pourquoi Paris, plus qu'une autre ville, est choisie. Ni d'ailleurs ce que veut exactement dire ce terme de capitale dans son contexte, avec un roi assez mobile et une administration bien difficile à identifier de toute façon. Peut-être que Clovis y a vu les mêmes avantages que Julien, 150 ans plus tôt en fait. Une cité facilement défendable sur son île centrale, avec des remparts en bon état, de l'eau potable à volonté et se trouvant localisée parfaitement au centre de son royaume, à presque égale distance entre la frontière sud avec les Visigoths et nord avec les Thuringiens. Donc un point stratégique pour frapper n'importe quel ennemi du côté de Bordeaux, d'Arles ou de Cologne. Autre alternative, Clovis a voulu recentrer son royaume au sud de ses terres historiques de Tournai et de l'ancienne province de Belgique seconde. Un repositionnement plus central vis-à-vis des pôles principaux de richesse et de population qu'il contrôle désormais, au cœur du pays gallo-romain riche et cultivé tenu par Syagrius. Ou alors, Clovis avait de toute autre raison qui nous échappe maintenant, et notamment sa nouvelle icône, Sainte-Geneviève de Paris, probablement décédée autour de 502 et dont il a fait d'une certaine manière la patronne de son règne. En tout état de cause, qu'il y ait lancé sa hache ou non, c'est bien en remplacement du premier sanctuaire contenant la tombe de la Sainte que Clovis a fait bâtir sa grande église autour de 508. Une grande œuvre pieuse initiée à son retour du Sud sur l'actuel emplacement de la rue Clovis, à 2 pas du Panthéon moderne, sur le point le plus élevé de la ville de Paris de l'époque. Là encore, avec un manque d'originalité assez consternant, Clovis recopie son célèbre prédécesseur Constantin le Grand, fondateur d'une grande basilique des Saints Apôtres à Constantinople et qui sert de nécropole pour tous les empereurs romains depuis 2 siècles déjà à ce stade. Je ne reviendrai même pas sur le coup de hachette pour fonder l'église, car je suis choqué. Pour une fois, Clovis a tenu parole, ce qui n'était pas si fréquent avec cet animal. Et puis, à côté de la jolie église qu'il nous laisse, oui enfin, jolie église, ne vous enflammez pas trop, les restes de cette église ont été totalement rasés au XIXe siècle. Mais bon, Clovis a effectivement fait de Paris sa capitale. Est-ce qu'il reprend le vieux palais de Julien sur l'île de la Cité pour installer sa propre chancellerie, ses archives et son trésor? Possible. Mais au final, on n'en sait trop rien. Mais j'imagine qu'il fallait bien un endroit pour conserver l'or et le papyrus dont on peut penser que les officiels du régime avaient besoin. Sans compter que ces officiels du régime devaient bien se réunir quelque part, probablement sous le palais de justice actuel du 1er arrondissement, vu que c'est la seule forteresse connue de l'époque. Mais peut-être plus important que la construction d'une église ou ce choix de capitale, qui ne va pas bouleverser la Gaule dans les premiers temps si on est sincère, il faut surtout noter en 511 la tenue d'un grand concile à Orléans. C'est ça le moment phare du règne du premier roi chrétien, et un tournant majeur pour la dynastie mérovingienne et son association cruciale avec le pouvoir religieux. Alors, on a déjà parlé de conciles au IVe et au Ve siècle, organisés par les empereurs romains dans une des cités de leur immense empire, que ce soit Nicée, Arles ou Chalcédoine, pour trancher les problèmes compliqués de la chrétienté. Constantin le Grand, puis son fils, le redoutable Constance II, ont popularisé ces grandes assemblées d'évêques, venant des 4 coins de l'Empire pour discuter foi et organisation de l'Église. Et les nouveaux rois barbares de l'Occident vont littéralement reprendre le concept, comme l'a fait Alaric à Agde en 506, ou Sigismond, le fils de Gondebaud de Burgondie, et nouveau roi à partir de 516, à Lyon. Mais en 511, c'est Clovis qui lance son propre événement à Orléans, pile sur la Loire et l'ancienne frontière entre ses anciens et ses nouveaux territoires. Un choix bien pensé, histoire d'inciter un maximum d'évêques du Sud à rejoindre les débats, mais en les invitant de son côté du fleuve, pour que personne ne doute de qui commande vraiment ce nouveau royaume unifié.
Alors, comme on l'a dit, le temps des conciles regroupant tout l'Empire romain du IVe siècle est bien terminé et depuis longtemps. Maintenant, c'est à l'échelle d'un royaume que le roi rassemble son propre épiscopat. On n'a plus du tout affaire à un événement international, pour utiliser un terme anachronique, et fini les grandes décisions théologiques pour fixer le dôme de la chrétienté. Là, on parle d'organisation de l'Église en Gaule, et pas plus. D'ailleurs, ça souligne une nouvelle fois les limites strictes de la cérémonie de Tours en 507. Clovis veut bien être consul, patrice, ou tout ce qu'on veut au nom de Constantinople, tant que ça lui est utile politiquement. Mais pour demander l'avis ou l'autorisation de l'empereur pour faire quoi que ce soit, alors là c'est une toute autre chanson. Pour Clovis, l'empereur est très bien là-bas, au loin, sur son trône à Constantinople. En Gaule, il n'y a qu'un patron, et c'est lui. Autre figure importante absente dans la tenue du concile, c'est évidemment le pape, dont personne ne demande l'avis ou la bénédiction. Que le Saint-Père, qui n'est à ce stade que l'évêque de Rome, ait une vague autorité spirituelle sur la chrétienté à l'Ouest, pourquoi pas? Mais quand il s'agit de prendre de véritables décisions importantes pour le royaume, lui aussi, pour Clovis, est très bien là-bas, au loin, sur son trône à Rome. Donc ce que tu dis, c'est qu'on reste dans la même lignée de ce qu'on a vu depuis la saison 2. En Occident, le vrai dirigeant de l'Église, c'est la communauté des évêques qui décide vraiment de ce qui se passe au niveau local, en partenariat bien sûr avec le pouvoir temporel du coin. Et pour le coup, tout le monde en Gaule a bien compris qui détient ce fameux pouvoir temporel local. Donc j'imagine que quand le patron donne un coup de sifflet, tout le monde rapplique au garde à vous à Orléans cet été-là. En fait, non, pas tous les évêques du royaume, mais une bonne moitié. Alors, ce n'est pas forcément à interpréter comme un acte de rébellion. Se déplacer au VIe siècle n'est pas non plus hyper simple pour des hommes souvent âgés, pas toujours en bonne santé et habitués à un certain confort. C'est d'ailleurs l'explication la plus crédible derrière l'absence de l'immense Rémy de Reims, absent à Orléans cette année-là. En plus, quand on regarde la carte, on remarque combien la majorité des diocèses absents sont ceux qui se trouvent aux marges extrêmes du royaume, au nord du côté de la Saxe ou de la Thuringe, comme au sud, sur les contreforts des Pyrénées. En gros, les régions les moins sous contrôle ou les plus sauvages, où il n'est même pas évident qu'on dispose toujours d'un évêque avec un pouls, ou simplement capable de quitter son territoire sans se faire trucider. Et puis, il y a aussi un autre point à ne pas oublier. Tout roi des Francs est Clovis, les évêques ne sont pas des fonctionnaires à ses ordres dans son propre royaume. Alors oui, ces hommes ont été appelés par celui qu'ils nomment leur seigneur, le très glorieux roi Clovis, fils de l'Église. Et personne n'a intérêt à se moquer du nouveau dirigeant du pays, que tous se réjouissent plutôt d'avoir dans le camp de la véritable foi. Mais comme on l'a dit, on n'est pas dans une relation purement verticale ici. Les évêques représentent leur propre cité et leur territoire, ainsi que les populations qui en dépendent. Et la relation qui va s'établir ressemble plus à un donnant-donnant entre ces deux pouvoirs qu'à autre chose. D'ailleurs, Clovis va lancer le concile, d'accord, mais il ne préside pas l'Assemblée en tant que telle. Il a confié ce rôle assez redoutable au métropolitain de Bordeaux, qu'il a dû rencontrer à l'hiver 508. Une belle façon de montrer qu'il n'y a plus qu'un seul royaume d'ailleurs, en nommant un homme ayant déjà travaillé pour les Visigoths. Alors soyons réalistes, Clovis reste là pour superviser les débats, et sans doute pour influer sur le résultat, vu qu'un de ses objectifs clairs est évidemment de profiter de la présence de tout ce beau monde pour organiser les relations entre l'Église et le souverain à son avantage. Mais il ne se positionne pas comme le tyran venu imposer sa volonté. Il est clairement dans les pas de son modèle Constantin. Il joue le rôle de facilitateur, il pose les questions et il cadre les débats. Mais il laisse les prélats construire eux-mêmes la solution. Il est malin quand même. On dirait un manager moderne qui prône la responsabilisation. Du genre, je n'impose rien, je vous laisse faire les gars, c'est vous qui savez le mieux. Mais je suis prêt à parier qu'il ne perd rien de ce qui se passe. Et je suis aussi à peu près sûr qu'il n'était vraiment pas passif dans cette histoire. Il devait bien avoir 2 ou 3 idées derrière la tête de ce qu'il voulait obtenir. Et il devait aussi savoir comment faire pour faire passer le message à tous ces grands prélats présents.
Et même si on n'en saura jamais rien, ça sent le tirage de ficelle à plein nez, cette histoire. Par contre, Xavier, qu'est-ce que ce concile va finalement décider? Et quels sont les sujets qu'il avait l'ambition de traiter? Alors, en surface, on est dans du classique de chez classique pour des affaires d'église. Les évêques rappellent les règles sur l'obligation de chasteté dans le clergé, par exemple. Social pour les pauvres, qui fait vraiment partie du rôle attendu des évêques depuis le début de leur présence en Occident. Le Concile confirme aussi le fameux droit d'asile ultra connu des territoires d'église, à savoir qu'il est interdit d'utiliser la violence contre un fugitif réfugié dans un bâtiment ecclésiastique. Mais ce qu'il ne faut pas voir comme une carte sortie de prison à la mode Monopoly, vu que la protection est effectivement efficace, mais ne règle pas les situations sur le long terme, sauf à se faire moine si vous voulez échapper à vos poursuivants. Non, avec le droit d'asile protégé, on est tout à fait dans la même logique que celle de la loi salique, que d'essayer de pacifier la société, c'est-à-dire arrêter les cycles des vengeances et des contre-vengeances en offrant un espace de paix au sein de la cité. Avec l'asile, l'Église peut simplement jouer les médiateurs pour trouver un accord autour d'un vergeld quand un criminel s'est réfugié dans son sein pour échapper à une fade d'une zippe ennemie. Ce qui, vous l'avez compris, semble toujours être une vieille habitude difficile à déraciner chez les Francs. Dernier point critique de discipline ecclésiastique du Concile, régler le problème de l'arianisme sur le territoire du roi, c'est-à-dire bannir cette hérésie une bonne fois pour toutes. Les anciens édifices ariens sont transférés aux Nicéens, évidemment, car on ne va pas détruire de belles églises en pierre qu'on s'est assez embêté à construire pendant si longtemps, et on clarifie les conditions pour accepter les anciens ariens au sein de l'église nicéenne de manière ordonnée. C'est-à-dire, pas trop vite pour que ça n'ait pas l'air insincère, mais pas trop compliqué non plus, vu que l'idée, c'est bien de ramener tout le monde dans le giron de la bonne doctrine pour ne plus entendre parler de cette hérésie qui crée des remous depuis déjà 2 siècles. Et de fait, on va y arriver. Ce qui n'est pas non plus une super performance, car ça fait quand même 25 épisodes qu'on se traîne ce problème d'arianisme qui revient sans cesse, telle une vague sur la côte nicéenne. Et si vous nous dites que cette question commence à vous saouler, dites-vous que Clovis partageait certainement ce point de vue avec vous. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui fréquentent une église, ils ont probablement pu entendre une des prières du credo nicéen qui commence par « Je crois en Dieu le Père » et qui précise au sujet de Jésus, je cite, « engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ». Et bien, si vous vous demandiez l'origine de cette formule, ça date en fait d'un concile du IVe siècle et ça a été précisément injecté pour être bien sûr que pas un seul arien ne revienne mettre le boxon. Mais ça a pris un certain temps pour que ça imprime, apparemment. Cependant, je doute que Clovis se soit déplacé plusieurs semaines à Orléans juste pour des histoires pareilles, non? Non, ces décisions importantes ne sont pas le cœur du sujet de ce concile, et sûrement pas ce qui devait intéresser au premier chef Clovis. Il est peu probable que la chasteté des prêtres devait l'empêcher de dormir, ou tout un tas d'autres règles de discipline d'église qui probablement devaient assez peu le troubler. Non, le véritable enjeu pour Clovis et les évêques, c'est évidemment de traiter la question du partage du pouvoir entre eux. Comment ces deux forces vont arriver à travailler ensemble sur le territoire dont ils ont légitimement le contrôle. Alors d'un côté, on trouve évidemment Clovis, avec sa réputation d'invincibilité et son armée redoutable qu'il vient juste d'augmenter par 2 ou par 3 durant les dernières années, en absorbant sans trop de conflits tous les royaumes francs du Nord. Des annexions qu'il a savamment orchestrées en mettant de son côté les leudes de ses rivaux, en même temps qu'il prenait le contrôle de leur royaume et de leurs richesses. Donc, avec son armée de combattants professionnels, culturellement et financièrement incentivés à soutenir le chef le plus glorieux de tout le monde germanique, on a du mal, au premier coup d'œil, à voir qui pourrait s'opposer à Clovis. Mais ça, c'est un peu une illusion d'optique en fait. Parce que même dans le cas optimiste, Clovis ne dispose que de quelques milliers de leudes, et pas plus. Or, le territoire qu'il doit contrôler, lui, contient au bas mot des millions d'habitants, et une grande partie des régions conquises au sud sont-elles totalement vides du moindre franc. Et le contrôle d'un territoire, ce n'est pas simplement des soldats qui patrouillent du nord au sud pour superviser le terrain. C'est des impôts qu'on calcule et qu'on perçoit,
C'est des jugements et des amendes qu'on doit collecter. C'est des réparations de routes ou de murailles qu'il faut ordonner. Toute une foule de choses à faire et à organiser qui ne peuvent pas passer par la simple contrainte militaire permanente. Et tout ça, comme on l'a dit, tout ce travail de gouvernement local, de gestion du pays, n'est assuré que par les grandes familles aristocratiques du pays. Les grands nobles locaux ultra riches qui dirigent les villes et campagnes et qui sont assez cultivés pour tenir des registres et compter les solidi byzantins, et dont les meilleurs représentants sont évidemment les évêques des grandes cités. On a peut-être du mal à l'imaginer aujourd'hui, car on connaît la fin de l'histoire et on sait quelles évolutions ont eu lieu, mais malgré ses succès militaires spectaculaires, Clovis a probablement encore plus besoin des évêques pour exploiter son immense pays qu'au début de son règne. Même s'il ne craint personne individuellement, Clovis ne peut rien faire juste avec ses guerriers sans le soutien actif de ses hommes. Ces hommes qui sont en effet les rouages indispensables de la grosse machine administrative qui fait tourner son royaume. Donc pour toi, le concile sert aussi à mettre au carré les relations entre ces deux pouvoirs ? Alors pas selon moi, selon les décisions même du concile, qui sont tout à fait claires sur le donnant-donnant qui va être conclu entre Clovis et l'épiscopat du royaume. Alors concrètement, ce que Clovis y gagne, c'est clairement la reconnaissance et le raffermissement de son pouvoir sur le territoire. Rien que le préambule, avec la reconnaissance de son titre de roi très glorieux, est une victoire formidable pour le Salien, 5 ans après celui d'Agde, où les mêmes évêques reconnaissaient le pouvoir d'Alaric. Cette fois, aucun doute, tous les évêques admettent que le seul patron, c'est lui, et lui garantissent ainsi un pays à ses ordres et soumis à son pouvoir. D'ailleurs, autre grosse concession offerte à Clovis, la nomination des évêques et des abbés est officiellement soumise à la validation du roi maintenant. C'est lui, et sûrement plus, si ça n'a jamais été le cas, la voix du peuple et du clergé qui va décider seulement de la sélection de ces hommes considérables. Autant dire que cette procédure, dont on va reparler un certain nombre de fois, commence à donner au roi un pouvoir très significatif dans la sélection d'hommes sûrs et fidèles à la tête de ses cités, et qui deviennent plus que jamais les vrais relais de son pouvoir au niveau local. Mais en échange, les évêques tirent à leur tour un sacré bénéfice de ce concile et voient leur propre position renforcée. En premier lieu, Clovis confirme que toutes les terres qui seront données par les souverains seront non seulement inaliénables, mais aussi exemptes d'impôts. Pour des hommes déjà ultra riches et surpuissants dans leurs régions respectives, se voir confirmer que leur patrimoine présent et futur va être protégé de la confiscation ou de la taxation, on n'est vraiment pas dans la petite concession. Clovis lâche d'ailleurs un cadeau d'envergure à ses hommes, qui va de pair avec la règle qui impose qu'une partie des taxes collectées dans leur diocèse est réservée pour leur utilisation exclusive et pas seulement attribuable au roi, ce qui les incentivise à développer l'économie de leur propre région dans leur propre intérêt. Alors, une façon de comprendre ce choix, c'est de concevoir que le roi laisse aux évêques les moyens d'assurer leur mission d'aide des pauvres et de s'occuper des populations avec les moyens nécessaires pour entretenir les routes ou les villes, qu'ils peuvent ainsi gérer correctement leurs cités et leurs responsabilités. Mais une autre façon, c'est aussi de penser que les super riches de la Gaule sont garantis de pouvoir encore plus s'enrichir à terme en contrôlant les taxes en local, et surtout de le rester, ce qui depuis le début semble être exactement une priorité significative pour ces hommes. Idem, le concile confirme la hiérarchie de l'institution religieuse, qui place l'évêque en haut de la pyramide. Tous les ecclésiastiques de leur diocèse doivent leur obéir, y compris les monastères, qui sont officiellement confirmés sous leur autorité. Et toutes les terres, que ce soit église, abbaye ou monastère, sont confirmées dorénavant comme étant sous leur contrôle juridique. Ah oui, en effet, ce ne sont pas des petites concessions. En gros, c'est un partenariat Église-État qui se met en place. Les évêques se placent sous l'autorité du roi, mais en échange de la direction opérationnelle de leur bout de territoire et de privilèges économiques assez indécents qui garantissent leur richesse à tous. C'est moi ou c'est le genre de décision qui va peut-être influencer l'histoire du pays pendant plus de 1000 ans ? C'est un peu le deal du siècle, voire du millénaire. J'imagine en tout cas
que tout le monde devait être assez content en juillet 511 sur le chemin du retour à la maison. Personne ne saura exactement ce que se sont dit les évêques en reprenant la route de leur diocèse après coup. Mais oui, probablement, tout le monde devait voir le concile comme un énorme succès. En tout cas, 511 va être une étape critique dans l'alliance entre l'Église et le pouvoir mérovingien, qui a débuté avec le baptême du roi et qui se consolide avec ce rendez-vous. Une alliance validée par les évêques, donc, et qui va permettre de diffuser à travers le royaume son aura quasi magique. Un coup de publicité bienvenu à sa réputation, qui devait tout de même rester encore un peu sulfureuse à ce stade. Le concile offre probablement un prestige de taille à cet homme, dont le nouveau peuple devait à peine avoir entendu parler au début de son épopée, 25 ans plus tôt, sinon plutôt en mal, pour tous ceux qui vivaient au sud de la Seine. Et un concile qui termine ainsi la trajectoire assez fantastique de son règne sur ce coup très réussi de concorde politique et religieuse avec le concile d'Orléans. Le roi remonte sur Paris à l'été 511 et n'en repartira plus. Lui qui a marqué son époque et fait sa légende sur les champs de bataille de Soissons, sur le Rhin ou dans le Poitou et jusqu'à Arles lors de la campagne de Burgondie, rend son dernier souffle le 27 novembre 511 à Paris. Une mort toute naturelle pour un homme qui a trucidé ou fait trucider un nombre impressionnant de rois tout au long de sa carrière et qui s'éteint tranquillement à l'âge de 45 ans dans son propre palais. Et pour tous ceux qui trouvent cela injuste, consolez-vous en vous disant que tous ses descendants n'auront pas tout à fait cette veine. Couronnement final pour Clovis, si on peut dire, il est, à la manière de son grand exemple Constantin le Grand, enterré dans la grande basilique de sa capitale, qu'il a lui-même fait construire, c'est-à-dire l'église des Saints-Apôtres juste à côté de Sainte-Geneviève, où il repose depuis. Enfin, peut-être, personne n'ayant jamais retrouvé son tombeau. Le plus probable est qu'il ait été détruit lors des raids vikings 3 siècles plus tard, qui ont sans aucun doute ruiné l'église en question et pillé sa tombe. Mais bon, qui sait si un jour, un nouveau quinquin ne finira pas par mettre un coup de pioche rue Clovis dans le 5e arrondissement et par retrouver le tombeau du premier roi des Francs que cherchait Grégoire de Tours. En tout cas, il finit sur une belle note religieuse, le Clovis, qui nous ferait presque oublier toutes les belles saloperies de son règne. Bon, ok, c'est vrai que j'exagère un peu, façon Greg le Mytho, mais je voulais surtout attirer votre attention sur le côté sombre de Clodovec, qu'il ne faut pas oublier. On avait bien affaire à Dr Clovis et Mr Clodovec. Et en 511 du coup, peut-on crier « Le roi est mort, vive les rois » ? Parce que si sa femme Crodeshild a survécu à Clovis, ce qui est presque normal, Clovis a surtout 4 fils qui vont devenir à leur tour les nouveaux héros de l'épopée mérovingienne. Pour le meilleur et aussi pour le pire. Merci d'avoir écouté l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain et dernier épisode de la saison.